Chaque dimanche soir à 8h, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'émission Analyse qui rentre la chaos. C'est avec plaisir, semaine ça, nous allons débattre de questions survie pays dans sa relais, un dossier qui lui-même gagne implication économique, implication écologique, implication politique, implication sociale, qui c'est la production agricole. L'agronomie en général, qui lui-même, c'est science qui ramasser tout domaine ça yo. En général, il dit c'est agronome qui là pour te manger dans cette population yo. Et j'ai l'impression que un agronome de jeunes il dit l'on rencontre avec un agronome normalement, il pas là pour lui produire manger non, il est là comme technicien, comme scientifique pour ta conseiller. Son monde qui a donné dans le laboratoire ou bien dans la clinique, en façon pour le capable, chaque fois le gouvernement, le secteur privé, le secteur non public, besoin ensemble de connaissances, ensemble d'approches, ensemble de techniques, c'est ça l'agronome là pour le faire. L'agronome pas là pour le produire manger, puisque l'agronome normalement parle dans la terre directement, il parle mettre mel, il parle mettre gel, il parle mettre pied. C'est justement gagner une catégorie sociale qui relie les agriculteurs, qui relie les industriels, qui relie les investisseurs, qui là pour aider à manger produits pour toute population arriver à subvenir à besoin de manger. Que font les agronomes en ces temps de précarité et d'insécurité alimentaire? Ça, agronome a fait, et puis il y a tout problème grand goût ça dans le pays. Chiffre bail que gagné 3,5 pour 4 millions d'Haïtiens qui vivent en insécurité alimentaire, d'après CNSA, qui c'est l'institution qui est là pour regarder ça gagne dans l'affaire sécurité alimentaire. Nous allons regarder qui ça agronomie a fait. Je dis, est-ce que le pays a continué à produire agronome? Est-ce qu'il a continué à travailler Damien? Est-ce que Damien produit assez d'agronomes pour le pays? Ou bien est-ce que l'ONG prend plus d'agronomes? Et puis nous connaissons, politique ONG, ce n'est pas aider le pays à produire, au contraire. Là, c'est toute une guerre économique, écologique, agronomique ou agricole qui a fait en façon pour le pays à l'irriter en ligne, il n'est pas qu'à produire, puisque l'autre pays a gagné intérêt. Si Haïti n'a pas produit assez manger en façon pour être capable de mettre manger dans le bol nous et dans l'aide humanitaire. Donc, nous sommes capables de dire agronome sont monde qui est important en pile pour le pays. Nous avons quelques jours nous pas attendre ça agronome a fait. Et là, je salue un gros agronome qui mourit récemment, ça a presque 2 ans, qui lui-même te parler des problèmes d'agriculture dans les médias, surtout dans Radio Guinée, côté le travail. C'est agronome William Michel qui vraiment fait sujet ça très présent dans les médias, radio, télévision, mais je dis là, on pas tellement entendu agronome. Naturellement, on a salué tout. Et agronome ça qui fait Allo Agro sur Radio Lumière, pas vrai? Nous avons rappelé non. Justement. Donc, nous revenons au point, nous avons demandé ça, agronome a fait, et puis le pays a gagné tout problème grand goût ça. Même les gens qui ont moyen pas qu'à manger, pas arriver à manger qui sain, manger qui est capable d'aider à grandir, aider à grossir. C'est peut-être ça, semaine ça, nous avons rencontré pour agronome, ingénieur forestier, les économistes, qui ont un grade dans l'économie,
qui a travaillé dans le domaine de l'agriculture, il est Jean Dudson Ariska, nous toujours agro, mais il y a l'autre monde qui est ingénieur, soit il est agronome, il peut pas fâcher, soit il est ingénieur économiste, il peut pas fâcher. Agronome Ariska, c'est vraiment avec plaisir de recevoir dans l'émission Analyse. Bonjour Marais, bonsoir le monde. C'est avec un plaisir que je participe à l'émission Analyse pour que, à ma façon, je porte contribution par moi dans la réflexion qui a faite autour de la sécurité alimentaire, Jean Ouzila, puisque ça fait me penser à colonel Himmler Rébu, qui souvent parlait de la défense nationale. Pour moi-même, la question de la sécurité alimentaire est beaucoup plus sacrée que la défense nationale, parce que les gens qui défendent le pays, il faut qu'ils aient bien mangé. Il faut qu'ils aient bien mangé, il faut qu'ils jouissent de bonne santé d'ailleurs. Donc ça fait mon plaisir, encore une fois, pour me participer dans l'émission, parce que Bouddha, selon les historiens, dit que la faim et l'amour constituent le germe de toute l'histoire de l'humanité. Donc, ça veut dire et tous deux, où j'ai une production et reproduction. Et reproduction d'ailleurs. Et tous deux, ou pas qu'à vivre ni sans manger, ni sans faire bagaille. Bon, bah dit faire bagaille, l'amour. En tout cas, et agronome, qui est souillé, Ariska. Bon, moi-même, c'est Jean Dudson Ariska. Moi, c'est mon nord-est parce que je fais Terre Rouge. Je me grandi au Cap, côté de l'école. Qui commence à dire que Terre Rouge, c'est une commune qui est plus propre dans le nord-est. Oui. Et ça c'est vrai. Bon, peut-être c'est parce que là, on fréquente c'est une petite communauté tout petit que tout le monde connaît tout le monde, ils entendent sur ça. Quand ils sont bien rangés, géométriquement, les rues sont propres, citoyens bien vêtus, tout. Parce que quand on vient dans une commune, misère tellement raide, on y a marché déchiré. Maintenant, Terre Rouge, non seulement bureau public, il y a bien chita, il y a une géométrie. Et en dépit de misère, j'en dis un peu partout dans le pays, mais mon yo qui est bon ligne, et c'est un côté tout à cap dit qui est moins mandi en tout. Non, ça me témoigner de ça. Vous avez l'impression que la production agricole quand même dans le territoire. Bien que c'est pas vraiment ça, mais plutôt une question de dignité que mon yo kembe, je dis qui fait que atterrir aujourd'hui à marcher n'importe quelle heure. Ça, c'est clair. Pour continuer un peu de moi-même, c'est ingénieur forestier Jean Oudili. Là, moi, j'ai étudié surtout l'industrie, l'économie du bois. Et en plus, moi, j'ai fait une économie, une maîtrise en économie agricole, qui fait pratiquement de moi un économiste agricole. Moi, j'ai enseigné pendant environ 5 ans et à l'université Kiskeya et à Épiscopal. Un jeune homme qui a accompagné là, c'est ancien étudiant moins, bon, peut-être qu'il a appelé à remplacer moi demain. Donc, en gros, c'est moins ça. Et puis, moi, je travaille tout pour des ONG, moi, je travaille comme consultant indépendant tout. Il y a des études que moi fait pour institutions, ou bien moi accompagner certains étrangers qui viennent faire des études ici, qui peut-être étaient liés, ou bien un étranger qui a référence moi pour une étude que je fait comme ça. Et puis bon, en gros c'est ça. Et puis moi, je suis haïtien. Vous travaillez au ministère de l'Agriculture? Non, je travaille avec le ministère de l'Agriculture. Okay. Même pas travail pour le ministère de l'Agriculture comme employé du ministère. Okay. Non, ça c'est autre chose. Dans le domaine agronomie, parce qu'il faut faire différence entre agronomie et agriculture. Quelle différence? En fait, l'agriculture, c'est le travail de tous les jours de l'agriculteur. Mais l'agronomie, c'est l'apport scientifique. C'est ça. Donc, c'est ensemble de connaissances. Ensemble de techniques scientifiques, et j'en dis approche, qui peut-être pour améliorer la productivité. La productivité, c'est quoi? C'est que moi-même, comme agriculteur haïtien, parce qu'en France, l'agriculteur, c'est un professionnel. En France, l'agriculteur, c'est un professionnel qui étudie dans l'école d'agriculture, par exemple. Mais moi-même, par exemple, qui levé parce que maman ou papa m'a fait jardin, moi, je viens faire jardin tout. Il y a 25 ans de pratique que je retransmets pour continuer le travail comme ça. À ce moment, on parle de cultivateur. Moi, je suis cultivateur, moi, je suis agriculteur. Maintenant que l'agronome lui-même, il observé Jean, ma travail là, et puis il dit non. Là, par exemple, dans tout ça, où on mettait 6 graines pois, par exemple, mettez 2, mettez 3. Les ça, on va gagner en termes de productivité, parce que après, il y a une compétition entre 6 poussios que, au final, c'est 1 ou 2 qui étaient. Donc, vous venez perdu. Par exemple, très, très simple comme ça. Donc, c'est le travail de l'agronomie, c'est le travail de l'agronome d'apporter les techniques et la science à l'agriculture. Donc, là, on a parlé de
agronomie liée à l'agriculture, on a parlé de type d'agriculture, type de produits, type de production, on a parlé tout de climat. Et on a parlé de l'environnement économique, on a parlé de l'environnement politique, les grandes orientations liées à la production de la terre, à la production de la mer. Et donc, dis-nous non. Ouais. Posez cette situation Haïti pour nous en fonction de l'agronomie et de l'agriculture. En fait, dans un sens large, on a parlé d'agriculture, nous avons parlé de foresterie, tout. C'est la sylviculture, si vous voulez. Nous avons parlé de la pêche, tout. Dans un sens large, tout ça est rentré dans l'agriculture. On a parlé de l'élevage. Il y a de l'élevage, tout, la production animale. Maintenant, si nous voulons rester pratiquement dans la production agricole, en Haïti, nous gagnons un pays qui, à un certain moment, était essentiellement agricole, parce que c'était pratiquement 90%, proche de 100% de consommation nationale, nous gagnons c'est ça que fait. Et c'était, la plus grande part du PIB, l'agriculture. Donc, c'est ça que fait, nous avons parlé d'un pays essentiellement agricole. Mais je dis, nous gagnons, par suite de l'histoire que peut-être nous avons retouché dans cette émission, l'agriculture vient jouer un rôle qui est plus ou moins autour de 40 à 50% du PIB. OK. Mais maintenant, OK, ça veut dire que c'est ça tout pays a produit. Si on ramasse tout ça pays a produit pour faire 100 gouttes, l'agriculture représentait 49 à 50 gouttes là-dedans à un certain moment. Mais il était 90 près, et ça fait essentiellement agricole, avec le changement climatique, des décisions politiques que nous allons parler peut-être plus tard, l'a dégradé. Je dis à nous autour de 25 à 29%, proche de 30%. Ça veut dire que si toute production pays a 100 gouttes, l'agriculture représentait là-dedans. Ça, étrangers travail fait. Parce que à l'intérieur, parce qu'il y a production à l'intérieur, ça fait intérieur brut, c'est ça, tout ça qui produit en dedans pays. Parce que pour faire différence avec PNB, que nous n'avons pas besoin d'entrer là-dedans. Voilà. Donc c'est ça. Donc c'est apport de l'agriculture. Mais il y a un accent que je toujours mis, Haïti était jusqu'à présent un pays à vocation agricole. C'est autre chose. Dans la littérature économique, pour que Banque mondiale en 2008 écrit un livre de ça pour le faire, pour diviser le monde en trois mondes. Il y a le monde agricole, il y a le monde en transition, il y a le monde urbain. Si nous étions sur le monde agricole là, il y a qui pourcentage d'emplois qui créé dans le secteur agricole là. Il y a qui ça le représente dans le PIB à tout, il y a qui population rurale pour gagner. Là où dans la géographie économique. Dans la géographie économique. Donc, ça fait de Haïti, jusqu'à présent, son pays à vocation agricole. Même quand que bon processus de tertiarisation de l'économie soit regardé dans le PIB, on voit que le secteur tertiaire là lie autour de 50-55% dans le PIB. Mais Haïti toujours été un pays à vocation agricole. Ça n'a dit, il faut expliquer que non économie en pays, il y a trois grands secteurs. Le secteur 1, en fait, le secteur primaire, dans le langage économique, c'est l'agriculture, extraction de mines, etc. Tout ça fait partie du secteur primaire. C'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est la pêche. Oui, l'agriculture dans le général. C'est à la fois ça qui produit sous terre, ça qui produit en bas terre, ou bien ça qui existait. Extraction, tout, dans le secteur primaire. Très bien. Le secteur primaire là, lui-même, c'est jeune la terre. S'il t'a produit pour quoi, il a prêté un ensemble de ressources avant de faire la richesse. Tandis que le secteur secondaire là... Non, ce n'est pas un ensemble de ressources avant de faire la richesse. C'est pratiquement la production brute. On peut aller parce que l'on rentre dans le secteur secondaire là, on peut aller entrer dans l'industrie, on peut aller entrer dans la transformation. Parce que là, ça, on est dans le secteur secondaire là. Maintenant, là, on va aller dans le secteur tertiaire là, on rentre dans le service. Mais ça parle d'industrie avec usine. Oui, dans un sens général. Lié avec transformation. Okay? C'est l'industrie. Pour maïs, il y a une popcorn. Pour le popcorn. Pour maïs, engrais, maïs, c'est ça. Maïs molu, nous, notre transformation. Là, on a l'industrie. Okay? Comme on a parlé d'agriculture, on a l'agro-industrie. Maintenant, on a parlé de l'industrie dans le sens général. Ou planter pied coton, les dos ferrades. Et maintenant, là où planter coton, ou récolter coton dans le secteur primaire. Là. Maintenant, là où l'industrie pour faire fil avec, pour faire tissu avec, là, on a secondaire. Là. Mais maintenant, là, rentrer dans commerce coton, là, on est dans transport
Dans le transport, secteur service là, le sort dans le secteur tertiaire là. Voilà. Là, dans la communication, par exemple, téléphone, tout, là, on a un secteur tertiaire là, parce que c'est un secteur service. C'est ça. C'est ça que nous parlons de secteur 1, secteur 2, secteur 3. Yeah. Donc à partir de ce moment, qui genre problème de production posé en Haïti? D'abord, combien d'agronomes qui gagnent dans le pays? Il est un peu difficile pour nous de chiffrer ça. Parce que Haïti, c'est un pays côté que nous qui c'est un pays très étudié. Il y a des colloques toute journée qui fait, des experts de tout pays qui viennent faire des rapports, etc. Sauf que parfois, ça qui gagne pour la réalité pays, ce n'est pas eux qui étudient. Moi, par exemple, d'après un rapport de OMRH, 2014 ou 2015, comme ça, pour le ministère de l'Agriculture, dans tout compartiment, il y a plus ou moins entre 1000 et 1500 agronomes. Bon, moi, on a fait dans son recrutement pour les directeurs de bac qui étaient autour de 120 à 140. Donc, on est est-ce qu'ils ont un poste déjà ou non. Pour le secteur public, là, il y a autour de 1500. Il y a un exagéré pour nous dire jusqu'à 2000. Pour nous connaître, et ça le secteur non public là. Les ONG. Les ONG. Par exemple. Okay. Maintenant, là encore, je ne suis pas capable de chiffrer, mais moi, je pense qu'il est capable de 4, 5, peut-être 6 fois plus que le secteur public. Là. Okay. Et sans pas oublier tout qu'il y a des agronomes qui travaillent comme à titre individuel, qui font des ateliers de transformation. 4 à 5 000 agronomes dans le secteur. Oui, nous sommes capables de dire ça. Ça, c'est ça qu'il a dans le pays, sans compter que ça pays a mis dehors, par exemple. Dans pile d'agronomes qui forment dans le pays, qui quittent le pays pour des raisons que nous connaissons. Mais parmi tout, il y a une hiérarchie de formation agronomique là, il y a un agronome, il y a un technicien agricole. Il y a d'abord les agents agricoles. Okay. Agents agricoles là, c'est peut-être un monde qui apprend une formation spécifique, qui peut aller jusqu'à 1 an. D'accord, 1 an et demi, tout ça. Il est juste un agent agricole, il a quand même 6 mois même. Il y a une formation spécifique. Qui était à un moment, mais la formation sur élevage caprin, par exemple. On va être simple comme ça. Donc, ça fait de lui un agent agricole. C'est pour cabrit. Ok, merci beaucoup. Okay. Et puis, on a gagné un technicien agricole. Là. Okay. Le technicien agricole, là, il prend une formation qui est plus poussée, mais vraiment technique. Vraiment technique. Il est capable de 2 ou 3 ans, tout dépendamment de l'école que l'il a. OK? Parce que le technicien agricole, la différence qu'il gagne avec ingénieur agronome dans Souveli, c'est qu'il a une connaissance pratique là. Parce que lui connaît que s'il arrive, par exemple, sur une feuille, comme ça, il feuille là un petit peu jaunie, il connaît qu'il y a application pour le faire. OK? Il connaît que le malade, par exemple. OK? Mais agronome, ingénieur agronome lui-même, il peut aller plus loin pour dire que c'est peut-être dans ce sol-là qui a une déficience en termes de micro-éléments, par exemple, de verre, etc. Ou bien c'est peut-être que une maladie qui est foliale, qu'on appelle ça, qui est directement dans la feuille là, par exemple. Voyez? Donc c'est en fait différent ça qui gagne. Après, agronome dans cellule qui a étudié, d'autres qui a fait maîtrise en doctorat, etc. Ça c'est l'autre. Mais maintenant, il y a l'ingénieur agronome qui fait phytotechnique. Parce qu'on a fait émission pour tout le monde. Non, vous voulez en parler. Maintenant, il y a l'ingénieur en production animale, que lui-même n'est pas obligé qu'on plante patates, maïs, pois, même s'il gagne des coûts de tronc commun, des coûts de base pour tout le monde. Il y a l'ingénieur forestier aussi. Alors, d'abord, la production animale, là, il est lié à la zoologie. Il est occupé de tout ça qui est production bête. Ouais. Élevage bête. Bon, il est un petit peu proche, mais pas tout à fait, parce que les vétérinaires sont médecins bêtes. Mais pratiquement, deux personnes qui travaillent ensemble, ils comprennent beaucoup plus facile que moi-même, par exemple. Et après, il y a l'ingénieur agronome. Mais maintenant, gagner tout, il y a un type d'ingénieur qui est formé dans l'école agriculture, si vous voulez, c'est ingénieur en agroalimentaire. Ouais, ça plus industriel. C'est encore, voilà, ça plus industriel. Lié à l'économie et à la transformation, surtout des produits agricoles. Il est toujours ingénieur. Ça peut arriver que c'est vaguement agronome. Donc, il n'y a pas de souci, il est agronome quand même. En gros, c'est ça. 3 domaines, la production animale, la foresterie, et puis la phytotechnique. En fait, oui, moi-même, j'ai étudié l'industrie du bois, tout ce qui est économie du bois, la sylviculture, la reproduction du bois en général. C'est ça que moi, j'ai étudié. Mais toute la tête est proche de la forêt ou bien proche de son côté à part?
En fait, gagner des climats et des microclimats qui propicient, si vous voulez, à la foresterie. Donc, il y a un petit peu difficile pour me dire que toute la terre est couverte avec forêt, mais à un certain moment, degré de désert, de désastre écologique que nous gagnons, c'est nous rester là non seulement, ce n'est pas consulter, il y a plusieurs facteurs. D'ailleurs, il y a des facteurs naturels, certes, mais il y a tout un coût anthropique, c'est-à-dire que ça nous-mêmes nous fait comme monde, comment nous gérer l'environnement nous comme monde, tout ça contribue à déboisement. Il y a moi je suis pas trop malthusien, mais quand même reconnaître que la démographie a influencé. Dans ce sens que c'est normal. Si nous vivons sous un demi-carotère, par exemple, moi, madame, nous venons faire 2 petits monde, produire sur 2000 carotères pour 4 pour les différents. Donc, j'ai besoin beaucoup plus de terre pour me produire, parce qu'il y a 4 bouches à nourrir. Donc, c'est un exemple aussi simple que ça pour montrer comment nous-mêmes nous contribuer à faire à créer des astres écologiques ça, que nous gagnons. Parce qu'à un certain moment, nous n'avons pas besoin de retourner jusqu'à Christophe Colomb, mais c'est les années 60-70, nous avons environ 30 à 40% de couverture forestière. Mais je dis bien que moi contester le chiffre de 2,5% en tout. 2,5%. Oui, qu'il n'y a pas de 2 à 3%, je conteste. Pour quelle raison? C'est parce que d'après toute lecture que je fais, je crois que Alex Bélan, qui écrit très bien dans le domaine ça tout, expliquait qu'il y a plus considéré dans 2,5% population pain. C'est-à-dire que pain que nous gagnons dans la zone Font-Verret, Fussy, etc., plus zone ça, alors qu'il y a d'autres espaces plus ou moins arborés que vous n'avez pas considérés. Parce qu'à un certain moment, Haïti, c'était un grand exportateur d'avocats et de mangue. Qui ça fait en forêt? C'est quantité de pieds-bois là-dedans? C'est quantité de pieds-bois. Bois unique, superficielle. Est-ce que diversité de pieds-bois? C'est surtout quantité de pieds-bois et à partir d'une certaine hauteur. À partir d'une certaine hauteur, on commence à parler de en forêt. Ce n'est pas parce que vous avez 2-3 pieds-bois à la Caïroa, quel que soit l'espèce. Combien de pieds-bois pour bailler en forêt? C'est difficile à dire combien de pieds-bois pour bailler en forêt, mais c'est surtout gestion en tout que vous allez le faire. Qu'on va le faire de livre vraiment en forêt. À partir de quelle heure vous commencez à gagner forêt? Bon, à partir... Non, il est difficile à chiffrer, très sincèrement. Mais pays qui ont forêt, par exemple, on a parlé de la République dominicaine, c'est pratiquement ça occupe 30% de superficie. Les pays comme la Finlande, comme l'Allemagne, la Suède, comme Costa Rica, tout ça, c'est juste forêt, il fait partie de l'industrie, tout, parce qu'ils ont exploité. Oui. C'est pas parce que tant que ici mon pas. À ce moment, c'est non seulement la production du bois, mais c'est la reproduction. Naturellement, parce que ou quitter dans ça manger. Gagner des normes d'exploitation forestière qui dit mais comment pour exploiter. Par exemple, que si on connaît que pour une raison, pour des besoins industriels, par exemple, on va couper 5 pieds bois, comme ça. Mais il faut qu'on remplace. Parce que nous devons consommer tout ça qui existait, mais il faut que nous ne pas compromettre la survie de la génération à venir. Oh, très bien. Je me rappelle que je travaille avec Jean Dudson Ariska, lycée ingénieur forestier et puis économiste agricole. Là, parlez-nous du problème gangoua. Ça arrive que le problème gangoua pas arrivé pour col. C'est parce que il y a une production qui manquait, qui fait grande population capable d'arriver dans sa insécurité alimentaire. Donc, les conditions économiques, les conditions écologiques, les conditions politiques, puisque c'est des choix de politique qui mettent nous là. Si nous sommes capables de gagner 40% de couverture vert, et puis je dis là, nous avons 2-3%, même si vous contestez, mais le problème est là. Haïti a un problème écologique grave. Il y a un problème de production agricole. Tandis que il y a des opportunités que nous sommes capables de faire. Donc, nous allons regarder problème plus opportunités en matière de combattre gango. Comment nous sommes capables d'arriver là? C'est clair. Et pour qui ça, c'est ça qu'on a fini, on va ajouter quelque chose, il a parlé d'une agriculture tropicale. Ce pays, parce que le grand pile soleil, là, mais
Pour qui ça agriculture tropicale par rapport à l'autre type d'agriculture? En fait, par rapport, parce que nous sommes pays tropical par rapport à position géographique, nous, et sur les lignes de l'équateur, par exemple. C'est par rapport à position nous qui fait que nous, dans une zone tropicale, d'ailleurs, il fait toujours chaud. Il fait toujours chaud en Haïti. Même s'il y a des zones qui plus ou moins par rapport à position à la ligne méridionale, il y a trouvé dans des zones qui plus ou moins tempérées, ou bien dans des zones qui carrément fait fret. Okay, et chaque climat a une qualité de production. Une qualité de production que vous êtes capable de faire. Par exemple, nous gagnons des cultures, par exemple, si vous prenez l'île et vous traversez avec lui quelque part vers le Canada, ou mettez-le quelque part, vous pouvez carrément griller. La griller, parce que les conditions édapho-climatiques, c'est-à-dire terrain et conditions climatiques, température, tout ça, il pas trouver dans l'écosystème, par exemple, il a évolué. De même que sous ta cap prend on graines d'avocat dans un pays tempéré ou bien dans un pays qui vraiment fait frais tout avec l'Haïti ou planter ou el taboy un petit avocatier rabougri qui pas besoin d'arriver 2-3 mètres par exemple alors ouais pour t'a donner. D'abord effectivement c'est ça. Donc c'est des conditions naturelles que bon la nature est ainsi faite que nous vivons là-dedans. Mais pour être là quand nous même nous c'est un pays tropical, nous avons un type de culture nous que nous devons joindre, même si peut-être l'histoire rapportée, c'est la colonisation qui vient avec eux, mais de toute façon, ils ont adopté. C'est la migration. C'est la migration. Mais nous joignons là et puis nous continuons à cultiver, nous manger. Mais maintenant, vous voulez rentrer sous le problème insécurité alimentaire. Non, alors nous allons retourner sur le livre. Ok, allez, je propose, justement, de regarder autour de questions production agricole ou bien improductivité pays d'Haïti, qui ça fait ça? Est-ce que problème de politique? Est-ce que c'est économique? Est-ce que c'est écologique? Nous allons regarder ça. Est-ce que le social tout? Parce que dans la politique sociale, nous, il y a des gens haut, des gens bas, il y a des gens que la population distribue sur le territoire là tout, qui permettent que les pas manger tel côté par rapport à tel autre qui gagne en pile production. Eh bien, nous avons tourné, et agronome Ariska, nous avons rappelé, c'est Jean Dudson Ariska, c'est ingénieur forestier, économiste agricole, l'a parlé avec nous des problèmes grand goût. Mais nous sommes obligés de faire généralité pour capable comprendre que là pour produire manger, il faut qu'on ait espace. Mais il faut qu'on ait tantôt, il faut produire des actions. Il y a ça les phénomènes climatiques, il y a ça les phénomènes grandement écologiques, il y a ça les phénomènes économiques, il y a tout un ensemble de politiques publiques qui doivent connecté avec la question produit manger. Mais il y a des gens qui sont pouvoir autour, ça relève la volonté politique. Psychologiquement, les gens, si ils ne pas faire série de bagages, malgré tout moyen qu'ils sont capables de gagner, ils ont réuni tout fonds pétro-caribéen, mettez à tout fonds et CRH, plus tout fonds que le pays a, te joindre dans l'étranger, ou bien te produits pour quoi comme taxe, et bien la volonté politique elle manque dans le système, li vraiment pas bon rien. Et vraiment, j'aimerais inviter nous à lire l'effondrement et de auteur ça qui vraiment montrer différence qui gagne entre pays côté moun yo remen pays yo un sentiment d'appartenance à l'autre pays yo même on c'est souvent les c'est sous puis à faire monde puis ressources que yo yo tant que des flibustiers yo tant que des boucaniers yo tant que des corsaires qui sous la mer qui piller bateau. Donc en tournée émission analyse nous allons entrer dans le problème insécurité alimentaire là avec agronome Ariska. N'a tourné. Émission analyse n'a débat de problème grand goût dans l'émission. Qui ça agronome a fait dans une situation côté une grande précarité ou insécurité alimentaire. Et c'est justement qui fait que dans le premier moment de l'émission, on a regardé des généralités qui statue Haïti de point de vue écologique, qui l'économie affecté la population haïtienne, qui la population a distribué ce territoire là qui fait que il y a tout problème manger ça, qui par exemple volonté politique manquer la chef yo, ou bien il y a mené des politiques publiques qui sont pas très conscients qu'à atteindre des résultats maximaux ou bien optimaux. Donc nous regardons un ensemble de points qui sont liés à la politique, qui sont liés à la science, qui sont liés à gens nous entendent produire manger dans le pays. Qu'on y a un entrée dans le problème grand goût. Pour qui ça a parlé de insécurité alimentaire?
c'est question ça avant de poser en premier lieu. Pourquoi parle-t-on d'insécurité alimentaire? Qu'est-ce que l'insécurité alimentaire? Pour répondre à la question, il faut d'abord savoir ce qu'est la sécurité alimentaire. Merci beaucoup. Sécurité alimentaire, d'après définition FAO, et qui est adoptée par toute l'autre instance qui travaille dans le domaine, ou une situation de sécurité alimentaire, c'est là qu'il y a une disponibilité, ça veut dire que si on a besoin de manger, il est là, disponible dans l'environnement que les produits, que les importés, c'est-à-dire que les produits localement, que les importés, mais il est disponible. Deuxième pilier, c'est l'accessibilité. Très bien. Il faut que manger là, mais il faut qu'il y ait moyen pour m'accéder à manger. Donc, il faut que je achète, par exemple. Et il y a d'abord, ensuite, l'utilisation comme troisième pilier. Dire qu'il faut utiliser manger. Il faut que je mange pour le faire bien. Parce que dans certains pays, il y a un tabou. Bon, excusez mon adventiste qui a regardé l'émission, par exemple, mon adventiste, il n'a pas mangé cochon. Bon, c'est choix pas eux. Maintenant, si mon a trouvé le non milieu, côté que c'est seulement viande ça qui est disponible, il a trouvé dans une situation d'insécurité alimentaire. C'est dans ça que vous parlez de utilisation. Maintenant, il y a un quatrième pilier, c'est la stabilité. Il faut que trois premières conditions soient stables dans le temps. Et ça, nous trouvons dans une situation disponibilité, accessibilité, utilisation et stabilité. Surtout, bon, petit monde qui moins de 5 ans, pratiquement, ils ont un problème d'utilisation. C'est-à-dire qu'il y a bien souvent bien des manger qui sont disponibles, mais qui ne sont pas adaptés à l'âge pour permettre le développement, etc. On va venir sur ça après. Donc, ce sont les 4 piliers de la sécurité alimentaire. Mais maintenant, il y a 2 qui, par ordre hiérarchique, sont beaucoup plus importants. C'est la disponibilité et l'accessibilité. Parce que si tout l'autre que nous avons parlé, utilisation et stabilité, il faut que 2 conditions soient réunies d'abord. Mais maintenant, pour qui ça n'a pas parlé d'insécurité alimentaire, c'est parce que surtout en Haïti, il y a un problème d'accessibilité. On n'a pas revenir sur ça, mais je voulais arrêter sur un chiffre. Vous avez mentionné là. La CNSA a publié tout récemment qu'il y a environ 3,6 millions d'Haïtiens qui sont dans une situation d'insécurité alimentaire. Mais un petit bémol pour nous mettre, c'est que moi, dans les journaux, à la radio, à la télévision, les journalistes ont commenté, ils ont toujours avancé ce chiffre-là, c'est très bien. Mais il y a 2,6 millions qui sont dans une situation de crise et d'urgence alimentaire. Ça veut dire que ce n'est pas qui est extrêmement grand goût. C'est 2, parce que l'on a une échelle, on parle de sécurité alimentaire. Il y a des gens qui sont dans une sécurité alimentaire plus ou moins minimale. Il y a des gens qui sont dans une situation de stress. Ça veut dire que les gens n'ont pas joindre peut-être. C'était de manger 3 fois pour journée, manger 2, par exemple. Mais il y a des gens qui sont dans une situation de crise. Les gens ont commencé à passer une journée sans manger. Les gens qui sont dans une situation d'urgence, ils sont obligés à garder qui ça là pour le vendre, pour l'assurer que je dis la manger. Ils sont entrés dans une situation. Ils mangent une fois par fois. Peut-être. Et puis, il n'a pas trouvé dans une situation, dans une spirale de paupérisation, parce que tout ça le gagne autour de lui, comme on voit mon âle. On chaudière, par exemple, les doux, ils mettent le nom palane, parce qu'il faut qu'il bâtisse mon manger. Le monde a trouvé dans une situation, ça, il y a une urgence. Et puis, il y a la phase de famine, que heureusement que nous ne pouvons pas arriver là-dedans. C'est dans la phase côté que les gens vont mourir, ou bien, non seulement ils vont mourir grand goût, ou bien obligés de déplacer quitter zone. C'est ce qui est très courant en Afrique, par exemple. Là, sont dans une situation de famine. Il y a un adage qui dit la faim pousse le loup hors de son bois. Mais non, mais c'est normal, parce que l'instinct de survie. Okay. Mais maintenant, nous avons dit que le chiffre CNSA, d'après l'approche CNSA, les plus méthodologies qui sont utilisées, les plus parler de gens qui vivent dans la zone rurale. C'est pour me venir pour me dire que le chiffre ça, en termes d'insécurité alimentaire, est capable beaucoup plus élevé si nous considérons les gens qui vivent dans la zone urbaine. C'est beaucoup plus élevé. Et c'est ça que le mal comparé chiffre CNSA avec non pas qu'on global... passer dans le quartier populaire. Non, je ne vais pas venir sur ça. Le mal comparé chiffre et Global Hunger Index qui est publié chaque année, je crois, en septembre ou en octobre, pour parler de sécurité alimentaire environ 120-130 pays dans le monde, il dit que Haïti trouvait entre 35 à 49% gens qui vivent dans une situation d'insécurité alimentaire. Et, sous palier ça, à côté d'Haïti, il y a le Yémen, Madagascar, Corée du Nord, la Sierra Leone, des pays comme ça. Côté moitié population. Exactement, ça, moitié population dans grand goût. Mais maintenant, est-ce que c'est la faute aux agronomes? Parce que c'est pour venir. Oui, parce que mes projecteurs sont agronomes. Okay, voilà. On prend un exemple.
que il y a un jeune homme qui touché par un balle perdu. Et puis il est arrivé à l'hôpital général, médecin, pas un jeune homme bistouri pour le faire opération. Est-ce que c'est la faute au médecin? Je crois que non. Moi, souvent, j'entends des économistes, Eddie Remil, par exemple, Enomi Germain, Kessner Farrell, à la radio, tout le journal, dit non, on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas. Mais je dis, nous avons une inflation qui est proche de 20%. Est-ce que c'est la faute aux économistes? Non. Je vais venir pour me dire que est-ce que c'est la faute aux agronomes si nous vivons une situation d'insécurité alimentaire pareille? Non. Je vais vous dire pourquoi. En République dominicaine, par exemple, les gens qui vivent dans l'insécurité alimentaire sont autour de 10%, bien qu'ils ne soient pas dans une situation de crise et d'urgence, mais ils sont autour de 10% de la population, comparativement à Haïti, qui est près de 50%. Donc, on dit 40% pour ne pas trop exagérer. C'est ça qui fait la différence là. Est-ce que c'est parce qu'il y a des agronomes en République dominicaine, en Haïti, il n'y en a pas? Nous en avons aussi. C'est la volonté politique. Parce que la sécurité alimentaire relève de la politique. Et c'est tellement politique que tout État dans le monde, là, ou presque tout, signer une convention, c'est le droit à l'alimentation. Et dans la convention, ça dit que chaque État qui signe engage pour que chaque citoyen mange la calie chaque jour. Et c'est tellement politique que c'est inscrit dans la Constitution haïtienne. C'est à Rome que oui, la convention a été faite. Donc, ça fait le premier sommet. Après, il y a toujours des conventions un peu partout à travers le monde, mais le siège de la FAO étant à Rome, majoritairement, est fait à Rome. Okay. Mais on dit tout, c'est tellement politique que il est inscrit dans la Constitution. Je crois que c'est l'article 22. Excusez-moi si ce n'est pas l'article. La même dans la Constitution, au même titre que le droit au logement, le droit à la santé, le droit à l'éducation. On retourne en République dominicaine. Si on lire, par exemple, un plan stratégique, je crois, qui a été préparé à la fin du siècle dernier, c'est el plan estratégico del sector agropecuario de cara al siglo XXI. Son plan stratégique en prélude au XXe siècle. Au point ça qui a attiré l'attention, je m'appelé moi-même, c'est que ils ont analysé projet de politique agricole de tous les grands partis politiques de la République dominicaine en un plan stratégique. Parce que de toute façon, c'est eux qui ont diriger le pays dans les années à venir. Donc, ils ont analysé pour la société, mais qui ça, ils ont proposé sur le plan de la politique agricole. À ce moment, on regarde l'intention, la motivation et les décisions politiques. Parce que vous informez comme citoyen qui va voter. Si je dis que je vote à gauche, mais qui ça me attendre. Si je dis que je vote à droite, mais qui ça que moi capable attendre moi. Donc c'est l'agronome, c'est juste, il fait partie des ressources humaines pour la mise en œuvre des plans et des politiques. Mais il n'est pas capable de décider lui-même. Certes, c'est très bien, il y a des initiatives personnelles, mais c'est des affaires plus ou moins égoïstes, ce qui est normal dans les entreprises. Donc, vous voulez dire, que manger trop important pour la gueule dans mes agronomes? Il n'y a pas de responsabilité agronome, il politique. C'est-à-dire que l'État supposé dit lui-même qui ça que les citoyens manger et qui gens ils veulent manger. Parce que, naturellement, et qualité. En variété. Variété, tout ça. Je vous dis pourquoi. C'est parce que il revient à l'État d'assurer quel type de citoyen que en République dominicaine, par exemple, on va aux États-Unis, en France, on veut rester là. Le gouvernement plus plein, oui, nous plus moins. Non, je vais venir sur ça. Le gouvernement veut connaître que si Dominicain à l'école là, il trouve une situation pour le performant à l'école. Il voulait que il excelle dans le sport par exemple, il est très sensible à ça. Oui. Mais il voulait tout que in fine dominicain c'est un sujet qui est économiquement productif pour la société dominicaine. Parce que normalement, si on va bien manger comme on fait après. Il faut le constater qu'il est viable. Il faut constater, il faut qu'il vive. Donc, in fine, c'est un élément productif. Parce que il y a des pays qui ont évalué qui impactent l'insécurité alimentaire à gagner sur PIB. Pays. Oui, bien sûr. Il y a des pays qui disent qu'ils ont un impact plus ou moins de 3 à 5% de PIB. Parce que
productivité ressources humaines yo diminué. Bon, même nous-mêmes qui ne doit pas vivre dans une situation d'insécurité alimentaire, parce qu'au grand goût, à un certain moment, ouais que vous diminuez par rapport au travail qu'on fait tous les jours, vous diminuez, ou un peu distrait, bon terme de fatigabilité, naturellement. Et puis, vous diminuez en termes de productivité. C'est juste pour montrer. En gros, c'est ça. Maintenant, dans le cas d'Haïti, Haïti n'a pas jamais appliqué une politique de sécurité alimentaire, et je même envie de dire une politique et agricole tout court, qui détachait un petit peu de même pratique coloniale. Parce que je dis à la gouvernement, bon, je ne vais pas dire gouvernement, l'État, pas connaît comment Haïtien a mangé. Parce que, est-ce que vous vous rappelez de scandale et salami, par exemple? Oui. C'est parce que l'État n'a pas intéressé le qui sa citoyen à manger. Ça, depuis la négociation commerciale, comme pas gagné, l'État exigé mais qui qualité de produits que les citoyens. En République dominicaine, moi, je reçois presque tous les jours un email de pro-consommateur qui c'est une instance qui a veillé sur la qualité manger que les Dominicains ont mangé. Et ceci à tous les niveaux. Il y a dans la market, il vérifié la date d'expiration, il testé, il jeté. Il y a dans le restaurant, il vérifié la situation de salubrité restaurant, la qualité hygiénique, il ferme ça et puis il y a des recommandations après un mois pour retourner pour le C'est ça. Ce n'est pas seulement en termes de quantité, mais en termes de qualité. Voilà enjeu. Je dis là, nous produisons plus ou moins 49 à 50% de consommation nationale. Non, nous avons plus ou moins. Ah bon, nous tout ça? Oui, c'est ça, en équivalent céréales. C'est-à-dire que les convertit toute production, nous, si c'est céréales seulement, Ah, ça s'appelle équivalent céréales. C'est-à-dire que si vous prenez tubercules, yam, patate, etc., vous convertissez en céréales, parce qu'on ne peut pas tout à travers le monde consommer plus de céréales, ça vient en mesure universelle. Donc en équivalent céréales, nous autour de. Il faut bien expliquer. Nous autour de 49 à 50%. Nous importons plus ou moins 40-45%. Et puis nous avons des dons en aide alimentaire que nous recevons qui est autour de 5 jusqu'à 10% parfois. Mais maintenant, danger qui vient de tout ça. Nous importons plus des États-Unis et de la République dominicaine. On dit, bon, parce qu'on va venir sur ça, on dit que tu as un problème politique et économique. Et puis on décide que tu manges que vous là, il y a conservé pour assurer que les citoyens là, qui mangent dans qui canouillé. Ça veut dire que ce n'est pas une mince affaire que vous avez laissé, on a toujours importé. Non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous parlez tout à l'heure là de changement climatique, par exemple. Ça qui dit que dans les années à venir, pas gagner une sorte de protectionnisme qui est développé parce que les pays qui pratiquement produit un excédent que vous avez exporté, car ils trouvé que dans une situation côté que y a produit moins, donc il n'y a pas l'exporter moins parce que la priorité c'est les citoyens là qui manger. Ou dans quelle situation on pied, certes. Ça c'est au niveau politique. Maintenant, il faut que nous disions que Haïti trouve dans une zone géographique qui fait de lui très fragile et fragilité a augmenté avec vulnérabilité pays. Vulnérabilité environnementale, nous avons parlé de Haïti pratiquement comme un désastre écologique. Qui fait que régulièrement, et je dis là encore tout le monde sous pression parce que nous ne connaissons pas qui cyclone qui va frapper le pays. Régulièrement, que nous frappons par des cyclones avec des coups énormes. Chaque 6 mois, nous gagnons une période cyclonique. Période cyclonique qui commence en juin, 1er juin jusqu'au 30 novembre. Ça veut dire qu'il y a une possibilité, dépendamment de mouvements au niveau de la mer, nous avons frappé comme ça que nous n'avons pas frappé. Comme ça, nous avons frappé plusieurs fois pendant la période cyclonique, comme ça a été avec Mathieu et Irma l'année dernière. Mais maintenant, Haïti, parmi 3 pays qui sont plus frappés par catastrophes naturelles dans le monde. Je crois que c'est Honduras, Haïti, bon, pas Honduras, mais de toute façon, Haïti parmi 3 pays. Ça veut dire que ça veut dire que chaque année, nous sommes plus vulnérables. Mais maintenant, ça, pour comprendre, tout comme on a parlé d'insécurité alimentaire, le cyclone n'a passé comme ça, ouragan sous les frapper davantage les gens qui sont vulnérables, les gens qui sont pauvres, parce que les gens qui sont pauvres, c'est eux qui vivent dans des zones qui sont plus ou moins défavorisées, donc plus ou moins les zones à risque. Les zones à risque. C'est les gens qui sont surtout dans eux. C'est ça qui fait de jour en jour qu'il y a enfoncé dans une spirale infernale de l'insécurité alimentaire. Autre point, c'est qu'au-delà de cyclones, il y a une alternance de cyclones, on dit inondation et sécheresse. On peut vivre
des mois de sécheresse, ou perdu saison agricole là. Et puis, brusquement, la pluie tombée, inondation. Mais maintenant, c'est vrai que l'IG a un impact, mais une question de gestion des ressources. Tout. Haïti n'est pas seul pays qui est frappé par sécheresse, par exemple. On a un exemple pays que je prends, c'est le pays de Ben Gurion, Israël. Israël, c'est un pays qui pratiquement ouvre la 90% sur une zone désertique. Mais ils produisent, ils dégagent pour produire plus ou moins 90% pour satisfaire les besoins nationaux. Alors que l'agriculture représente seulement 2,5% PIB la oui, mais ils ont assuré que ça rien pour que tout le monde suffisant pour tout le monde manger. Ils n'ont pas de l'eau tout, mais bon ça il y a des coûts énormes. Ils ont désalinisé la mer, ils ont recyclé toute l'eau que nous utilisons moi-même avec pour les besoins agricoles et pour l'eau de consommation, de boisson si vous voulez, ils ont désalinisé la mer. L'Australie par exemple, c'est un pays grand producteur de blé, mais l'Australie qu'on fait des années de sécheresse, 5-6 ans de sécheresse. Ouais. Mais ils ont arrangé par exemple, pour décaler par exemple saison agricole là, on a décalé le tout. Par exemple, une réflexion que souvent m'a fait avec des collègues économistes, des collègues agronomes, c'est que moi que malgré que l'évident que presque chaque année on a perdu culture, il y a toujours le même calendrier agricole là. Non mais il faut que tu réfléchis, est-ce que le pas demandé pour avancer li ou bien reculer par rapport. Donc c'est un processus de conscientisation pour qu'il fait là c'est là que vient l'agronome. C'est là que vient l'agronome. C'est rôle agronome pour étudier effet climatique généralement sur une période de 10-15 ans. Sécheresse là étalée de qui mois à qui mois, période de pluie des averses parfois qui viennent avec des inondations, yo étalé de qui mois à qui mois et puis est-ce comment yo capable agencer calendrier agricole là. Mon cher, ou bien avec connaissance, ou bien avec savoir, avec information, mais qu'on y a ça qu'a fait sur le terrain. Qui genre marché haïtien, le marché des produits et articulé. Il y a un savoir tout qu'il lié à gens qui ont mangé dans le pays. Vilio, nous y a préconfiguré par rapport au monde rural, au monde paysan. Il dit au fur et à mesure, Haïti a urbanisé. Mais c'est une sorte de fausse urbanisation, et de telle sorte que il y a une sorte de paupérisation de paysans, de la paysannerie, qui a besoin même tout de vivre la ville, puisque ils ont estimé que la ville là, c'est espace côté gain pile l'opportunité. Donc, ouais que milieu rural là, une sorte de urbanisation anarchique à outrance qu'a fait de telle sorte que je dis à là des zones qui étaient réservées à la production agricole, à la cultivation, on est où les motos, il a mis béton sur eux, il a fait carré là-dedans. Configuration géographique liée à mode de production qu'on a fait là, est-ce que le cap bail moun manger pour nous combattre grand goût. OK. Gagné Nobera, je crois, qui était venu en Haïti en 2014-2015. Moi, j'ai participé avec monsieur dans une étude que a fait sur la sécurité alimentaire. J'ai découvert que gagné une évolution démographique, j'en dis, urbaine, qui fait que la population urbaine a augmenté environ 3 à 3,5% l'an. C'est un phénomène que on va parler de l'ILA. Je dis que par exemple, en 2030, Haïti a passé, disons, zone dite métropolitaine, zone centrale, là, 5 millions. C'est possible. C'est possible parce que parallèlement, alors qu'on a 16 millions, les gagnants ont décroissance démographique au niveau rural, on dit là, qui est environ 1,7 à 2%. Ça veut dire que les gens non seulement cap quitter pays, en fait cap quitter zone migration sauvage vers la ville, exode, le Cap haïtien, Port-au-Prince, Gonaïve, les grandes villes. Mais il y a des gens tout cap aller vers la République dominicaine, Chili, le Brésil, etc. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est le résultat abandon paysanat. C'est ça, c'est une question de politique. Nous n'avons pas d'école pour lui, nous n'avons pas de moyens pour le produire. Tant que pas gagner l'école, pas gagner les infrastructures de santé, pas gagner surtout le marché, parce que est-ce qu'on connaît que les paysans li aller à 50%, à un petit peu plus de 50% besoin de consommation, les satisfaire au marché alors que c'est lui qui produit. En ville, c'est plus ou moins 60-70%, je crois, qu'il y a dans le marché. Mais paysans, tout l'aller. Ça veut dire que, et l'aléa, il y a une situation côté que le produit, par exemple, le produit,
obligé pratiquement liquider produit là parce qu'il n'a pas les structures de conservation pour qu'il t'attende pour t'a jouer avec les mécanismes du marché pour le temps que les labs ont prix qui est plus ou moins avantageux. Et tellement en précarité tout, il pas qu'attendre ça parce que l'État pas mettre des structures parce que dans certains pays si me récolter, je dois dire que me pas vendre konya et puis mal côté yo prêter mon cob parce que j'ai un produit à stocker. Stocker. Yo prêter mon cob et puis même m'attendre que stockage là pour certains produits, il y a des conservations. Non, naturellement, il y a des capacité pour mettre pas manger. Il y a des conditionnements qu'on appelle ça pour capable de conserver pendant 2-3 mois dépendamment de si son un produit périssable, ça c'est autre chose. On n'est pas capable de faire ça pour tomates par exemple. Maintenant, c'est abandon ça qui fait que paysans obligés viennent on dit à la ville sous prétexte que la viennent chercher un mieux-être. Ce qui en réalité nous avons dit pas tout à fait vrai. Parce que en 2009, une étude de CNSA, FuseNet, USAID, je crois, a montré que les gens qui sont dans les zones urbaines, les plus pauvres, ils ont besoin plus ou moins 5 à 6 000 gouttes pour manger en termes de panier minimum alimentaire. Panier minimum. Sur combien de temps? Sur un mois. Minimum. OK? Mais maintenant, tout récemment, l'étude a publié, je crois, en juillet, on fait en américain, il vaut $119. $119 qui est pratiquement 10 000 et quelques gouttes. 10 000 et quelques gouttes, que ce soit pour pauvres dans la zone rurale, là, que ce soit pour pauvres dans la zone urbaine. Or, situation pauvre dans la zone urbaine est beaucoup plus difficile que les gens qui sont dans la zone rurale là, parce que de toute façon, les gens qui sont dans la zone rurale là, quand ils ont osé là, on tire la pluie là, puis demain matin, ils viennent quelques feuilles quelque part, qui ont aliments sauvages, les bouillis, ils mangent. La ville là, c'est comme pour surtout gagner, parce que la pauvreté généralement en Haïti est monétaire, mais surtout en ville. Surtout en ville, parce que là, il faut qu'on gagne l'argent. Donc c'est comme manger. Non, mais c'est comme pour, c'est pas un comme pour là-dedans, c'est la réalité. Bon, c'est ça qui vient le problème là. Mais maintenant, nèg qui dans zone rurale qui viennent par exemple pour exemple de motocyclette là qui viennent dans ville là ils viennent faire mototaxi c'est très bien mais c'est encore au détriment de l'agriculture parce que bien souvent c'est parents nèg là qui dit bon yo te gon petit terre là y a vendre pour acheter une motocyclette là monsieur et terre ça bien souvent on qui est acheter c'est des monde qui vivent à l'étranger c'est de bon droit qui envie font carrière en Haïti parce que pour rentrer dans caillou et puis vous voyez comme pour acheter on a besoin que c'est une zone qui pratiquement agricole que acheter terrain yo mettez là ça veut dire que superficie agricole utile là li a diminué. Par exemple regarder dans la Tibonite li a diminué ou bien dans Wanamé de belles cailles. Moi j'ai fait la plaine de Torbek tout récemment m'a regardé dans zone côté que généralement c'est du riz qu'on planter là et puis ils planté des cailles modernes. C'est bon, c'est de bon droit encore, je répète, que mon a vivre à l'étranger. Ça, c'est aspiration sociale. Pour venir la Kaili. Mais ils répondent, ils correspondent à un transfert. Non, ce qui arrive, c'est que là encore, c'est l'État. Un transfert de capacité. Non. Comme si vous prenez un texte à produit et vous mettez un caille en béton là-dedans. Ça, c'est l'État, c'est pas mon nom, c'est pas moi-même comme individu. C'est l'État qui a supposé qu'on ait que les définit. Les délimiter territoire. Ils font un zonage pour dire que zone ça, c'est zone urbaine. Là, nous avons construit, nous avons fait ça. Zone ça, c'est zone protégée. Donc, on va parler là d'une vraie politique d'aménagement du territoire. Du territoire. Parce que le problème gangoua, il y a ça tout. Parce que, bonjour, naturellement. Parce que deuxième partie. Parce qu'en Haïti, nous connaissons que nous avons environ un petit peu plus d'1 million d'exploitations agricoles. Nous gagnons autour de presque 1 million d'exploitants agricoles. C'est-à-dire qu'il y a un recensement qui est fait, il y a un qui est sur il y a un côté. C'est-à-dire que si on a une information, ça, vous êtes capable de mettre en politique de suivi tout, et d'accompagnement de mon Très bien. Parce que s'il faut subventionner, pourquoi pas? Dans certains pays, tout le monde peut envahir nous là. C'est produits qui subventionnés que vous avez parlé de. C'est ça que le bon prix. Bon prix. Par exemple, si nous prenons l'exemple de. Le phénomène que vous parlez de dumping. C'est le phénomène de dumping. Dans le pays du Nord. C'est-à-dire que vous financez agriculteurs pour qu'ils vendent à un prix. Pour le rendre produit disponible. Non, ce n'est pas ça, c'est tout ça. C'est pour le vendre à un prix inférieur au coût de revient. Exact. Ça veut dire que normalement, si je dis même unité de production en coûté, disons 10 gouttes, l'État, donc l'État va vendre 12 gouttes, 13 gouttes parce qu'il faut qu'il fait bénéfice. L'État va 5 gouttes par exemple, donc l'État va 7 gouttes. Donc ça c'est le dumping. Donc l'envahi marché. Nous prenons le cas de ceux qui sont en République dominicaine. Sont pratiquement en pile théorie. Nous allons sur le terrain pour nous garder assiette pour nous sac là-dedans.
pas de problème, il n'y a pas de souci, sinon fini. Très bien, d'accord. C'est Jean Dudson Ariska. Donc, ouais, j'aimerais vraiment content là, et puis l'émotion là quand même, puisque je sens que parole là, qu'a parlé là, il touche réellement votre population. Mais on ne peut pas travailler seulement pour en bas vote avec vote. C'est au niveau de la ceinture qu'on travaille. Il faut qu'on côté bagaille à penser, à réfléchir. Ce n'est pas de simples opinions, des opinions vagues. C'est tête qui mène un corps pour nous capables de la population à manger. Il y a longtemps, l'État pas pour réfléchir pour la population encore, et c'est ça la grande volonté politique, c'est la population elle-même qui n'a pas débat. De telle sorte que le madébatisme est tourné en doctrine politique, en doctrine économique, côté grand paquet de migration qu'a fait dans le pays, de la province aux zones urbaines, il y a des gens qui ont transformé l'espace côté à vivre là, dans besoin sans pas quelqu'un monde qui dit autant au là. Cela dit, son population qui est abandonnée à lui-même. Donc, problème démographique là, il a fait de façon sauvage, ou une quantité de population qui a fait, alors que croissance économique, production agricole n'a pas suivi. Quantité de bouche qui a besoin de manger, nous ne pouvons même connaître combien il y a, voir pour nous penser, faire une production, une quantité de manger, pour nous manger en qualité, en quantité et en variété. Donc, on a tourné pour nous regarder qui est sous table. On haïtien jeudi à là, en famille, on haïtien en timoun, qui fait que c'est une population qui est capable de vivre plus longtemps, puisque nous connaissons la question production agricole, la question nutrition liée à l'espérance de vie à la naissance. Tout. Plus ou jeune manger en population, c'est plus ou augmenter la capacité pour le travail, mais c'est plus ou faire vivre plus longtemps. Tout. Et bien, nous allons regarder, est-ce que manger sous table, je dis là, parce que nous, manger à tout. Dans toute marché, c'est à terre, dans la boue, et dans la poussière, qu'il y a vendre. Pour te parler de qualité de manger, mon ne pas manger sous table tout non, parce que la famille n'a pas comme pour faire manger 3 fois par jour, je dis non. Pas grave, faire déjeuner, dîner, souper encore. Il faut regarder l'habitude alimentaire. Par exemple, pour qui ça c'est dur qui paraît la plupart du temps dans la journée. Tandis que il y a vivio, il y a légumes, il y a fruits, nous sommes très rares. Et nous avons un ensemble de produits qui apparaissent tous, saucisses salées, et on est hamburgers, et sandwich, ou bien spaghetti. Nous allons regarder ça dans l'assiette, qui gens pour bailler ça, il a fait l'objet de toute une politique pour l'État à travers la santé publique, le ministère intérieur, et le ministère de l'Agriculture. On est le palais national, la primature, ils sont capables de veiller sur qui la population a vivre, ça l'a manger, et qui perspective pour vivre en santé, pour qu'elle produise beaucoup plus, pour vivre plus longtemps. Eh bien, nous avons tourné, Agronome Ariska, c'est invité nous dans l'émission Analyse. Émission Analyse, n'a débat de problème grand goût. Qui ça agronome a fait dans temps ça qui a pile précarité et insécurité alimentaire. Naturellement, agronome dans ce dit nous là, nous pas mettre lumière seulement sous agronome puisque c'est pas agronome qui produit manger nécessairement. Agronome capable de prendre technique, de savoir, de approche et qui j'ai capable de faire pour bailler monde manger, mais il y a toute une politique économique, une politique écologique, une politique sociale qui peut mener côté mounio, il y a besoin de manger suffisant en quantité, en qualité et en variété. Donc, agronome Ariska, qu'on y a regardé ça haïtien manger. Et puisque les gens pile manger, son choix de politique qui fait abondance ça. Elle n'est pas grand pile manger tout, son l'autre choix politique qui mettait dans crasse, mettait dans difficulté, pénurie pour pas manger. Je dis à qui choix nous fait. Est-ce que c'est incapable ou incapable pour du manger vraiment ou bien nous pas regarder l'opportunité qui gagne à faire manger puisque les gens manger, ils parlent de bien nourri, la nutrition agréable, qu'on a les pas manger. Une
problème de nutrition, mais malnutrition, et des problèmes de monde qui a fait avec une série de failles, une série de problèmes dans l'organisme, parce que tout simplement, maman est mal mangé. C'est ça, une population mal nourrie, il n'est pas capable de mener loin, et des problèmes et espérance de vie à la naissance qui posent dans problème de sécurité alimentaire. Ça, moi, ici, à manger jeudi, qui est disponible, qui est accessible, qui est stable, qui est utilisé tout bon. Ok. D'abord, ministère Santé publique, je crois, publié tout récemment une autre forme de pyramide alimentaire que les Haïtiens t'a doué manger. Pas qu'on ait bien de tête parce que les publiés oui, tout non, moi, photo, il y a énergie, il y a protection. Ouais. Ça qui est important, c'est que dans l'âge que nous sommes là, parce que en termes de kilocalories nécessaires, pour mener une vie saine, il varie en fonction de sexe, de l'âge, en fonction de l'activité physique. Par exemple, nous croyons que nous-mêmes, autour de 2000 dans l'âge que nous sommes, à 1800 à 2100. C'est 2500 kilocalories pour nous. Bon, ça, kilocalories, mais il varie tout de... Pour l'esprit bien fonctionner. Pour mener une vie saine, c'est ça. Les variés, c'est son femme enceinte, par exemple, parce que naturellement, la manger pour deux monde, par exemple. Les variés, si c'est un petit monde, si c'est un petit nourrisson, par exemple, tout ça. Mais maintenant, une question qu'on pose, est-ce que nous pas qu'à produire pour nous manger? Bon, il faut que nous mettions un petit bémol là. Nous avons pile production que nous autosuffisants dans l'eau. Les tubercules, par exemple. Non, pas de tubercules. Yam, patates, etc. C'est peut-être au Venezuela, tu demandes de payer. Donc, à venir sur ça, c'est très important. Si bien temps, parce que c'est une occasion ratée. Donc, en pile haricot, par exemple, le pois noir, par exemple, nous autosuffisants. Maïs, là-dedans, dans la plaine du Sud, par exemple, dans toutes les plaines zones Okaï, nous autosuffisants là-dedans. Seulement, Okaï produit environ 24 000 tonnes de maïs. OK? Nous gagnons une potentialité que nous pas exploiter, c'est les protéines animales. Nous avons environ 1 500 000 d'après le recensement du ministère de l'Agriculture, tête de bovin dans le pays. Tête bœuf. Bœuf. Qui gagne plus ou moins 500 000 vaches là-dedans, qui est capable de nous quantité de lait pour nous manger dans tout le pays. Que nous pas exploiter, qui fait que nous. Vous voyez dehors presque chaque année 50 millions de dollars pour nous importer tellement les produits laitiers et viande poulet par morceau qui est pratiquement on t'a capable douter de qualité et tout. Okay. La production par exemple de œufs par exemple, des moyens pour nous être capables jusqu'à 60 à 80% produits ici pour réduire l'importation de la République dominicaine. Je crois pratiquement nous consommons pratiquement 1 million d'œufs par jour. 1 500 000 d'après chiffre. OK, par jour. Mais pas well seulement en termes de... Sénateur Latortue, tu as chiffre ça. Oui, mais pas well seulement en termes de... Bon. Depuis du bras. Excusez-moi, Sénateur Latortue lui-même well parce que son producteur, il well en termes de ça le produit, ça le vendre. Moi-même comme économiste agricole, moi dans ce sens ça tout plus les effets d'entraînement. C'est-à-dire que le nombre d'emplois qui est capable de créer si l'État est protégé et encouragé, secteur ça, chaîne de valeur. Nombre d'industries qui est capable, parce que le pays a produit œufs seulement, parce qu'on a besoin de concentrer pour manger. Donc, ça, on n'a pas encouragé l'autre investisseur à entrer dans le domaine de production, manger pour polio. On n'a pas encouragé l'autre investisseur à rentrer dans le domaine des produits vétérinaires, par exemple. Ouais, donc montre parce que il y a une erreur que nous faisons, nous toujours chercher des solutions partielles, sectorielles, ça ne peut pas marcher. C'est ça que fait à la décharge. Le global, à la décharge du ministère de l'Agriculture, nous toujours dit ça, il n'est pas qu'à freiner parce que le ministère de l'Agriculture est supposé rentrer dans un consortium de l'ensemble de ministères pour le développement. Parce que il a gagné, il a courir l'autre. C'est comme ça le tas douillé. Donc, qu'est-ce que les Haïtiens a mangé aujourd'hui là? Nous, en tubercule, nous autosuffisants. Pois Congo, par exemple, nous autosuffisants. Mais, est-ce qu'on est dans une zone qu'on fond verrette? Pois Congo qui produit, je ne sais pas faire un peu Pois Congo, c'est ça qu'on fait. Il n'y a pas qu'à venir Port-au-Prince, parce que pas de route. Problème de transport. C'est en République dominicaine, Alvanio. Wow. Qui transformé, ils mettent dans la boîte, ils retournent là où on est à Port-au-Prince, ou pas ici. Parce que saisis ça, m'a Mais maintenant, pour du riz que nous importons, parce que moi, je mets accent sur... Dans la consommation de l'haïtien, du riz a représenté environ 21%. OK? 21%, donc c'est un poids énorme parce que nous achetons. Parce que du riz produit ici,
mon qui plus pauvre pas qu'à acheter parce que coût de production très élevé. Problème accessibilité. Accessibilité, voilà, merci. Et même producteur yo tout l'État pas protégé yo parce que l'État est capable de faire un processus de contingentement pour que dans la période que moun sa yo a récolté il dit n'a importé moins du riz pour laisser en part de marché à moun sa yo. Par contre il y a quelques mois Jacques Sauveur Jean Relan moué mais tout dit il était là à faire mon côté président dit la pour importer 12 000 tonnes de riz. Ouais, ça m'a non seulement il pénaliser producteur mais il pénaliser emploi tout dans le secteur. Bon, c'était juste une petite parenthèse. Qui ça n'a pas mangé aujourd'hui, n'a pas mangé très mal. Très bien. N'a mangé très très mal parce que ouais moun qui vendent pour Congo en République dominicaine non qui fait qui vend à 51% dans marché aller tout lui-même il connaît que la font petit bagaille en plus pour l'acheter un produit moins cher de moindre qualité évidemment. Certainement. Il faut comprendre que dans le nord-est, il y a la plaine Maribaou côté ils font pile poids en pile d'huile et tout. Moun sa yo a mangé des brisures de riz de la République dominicaine. C'est-à-dire des déchets de riz, tête du riz. C'est comme ça que les hauts films mettaient en sac, etc. Ça qui pas bon, vous mettez en forme de sac, vous y vendez en Haïti, dont Wanamet, c'est-à-dire aux alentours même de la plaine de Maribaou, côté qu'il y a produit du riz. Donc c'est comme ça que nous avons mangé. Mais maintenant, vous pouvez poser des questions surtout en termes de qualité qui ça n'a mangé. Nutrition, moi faut que nutriments. Faut que moi tout en termes de quantité nous pas manger assez. Bon, c'est ça qui explique le chiffre CNSA. Pour parler de la faim aussi, la quantité doit être suffisante. Naturellement, c'est ça qui fait que généralement nutritionniste là, la mettre plus accent sur les types d'aliments énergétiques, protéines, etc. Ou après que l'économiste la plus mettre accent sur qualité, glucides, lipides, ou bien les oligo-éléments. Ou après c'est nutritionniste là rentre plus là parce que c'est normal, parce que li fait yon postulat déjà que de manger pour tout le monde manger. Donc on est à la parler dans qualité manger, mais l'économiste là pas plus. Mais on a une habitude alimentaire yo. Nous songez par exemple en 2004, monsieur Latortue comme Premier ministre proposait à la population on quitter du riz de coton au moment pour nous retourner dans yam, pour nous retourner dans banane, patate. C'était très bien. Et là, même son déclaration qui est fondamentale. C'était très bien. Capable de nos populations, qu'à manger quand même, parce que question de goût fait que nous avons des produits qui sont trop pour nous. C'est obligé d'importer en pile. C'était très très bien le message. Mais il y a un problème, c'est comment faire véhiculer le message. C'était ça le problème. Regardez bien pour eux. Pour exemple, banal. On n'a pas être là, il dit, ah, viens acheter un sac du riz. Mais c'est son maïs, il vient acheter, il dit ça tout bas. Alors, maïs, du riz, c'est céréales. Pour le corps, il y a même apport. C'est-à-dire qu'au niveau d'éducation, nous, il y a un ensemble de... Et là encore, le maïs a apporté moins de sucre que du riz. Que du riz, évidemment. Moi-même, personnellement, c'est maïs manger. On peut manger ça 2-3 fois par jour. Si il y a pas de souci. Maïs, cola, poivre, légumes. Légumes, sauce poivre. Les là, puis tomber, moi, je me songe maman. Les là, puis tomber, je me songe maman. Là, font maïs à sauce poivre, on légumes, on avocats, puis on a frappé. Et oui, on va jus. On veut jus d'orange ou de grenadia. Voilà. Bon, je dis encore, quand nous parlons de verjus, qui ça vous propose? Gazeuse. Même non seulement ça. Toute la ria. Ou bien en poudre. Là, il y a un problème. Parce que nous sommes parlé que nos pays qui pratiquement déboisés, qui pas un pied bois, inclus les fruitiers. Donc, bon problème de disponibilité. Ça fait que le vin tellement cher, mon gars a 2-3 pièces d'orange là, qu'il y a l'innormal, son réflexion économique que lié tout, que les ventes orange là et puis l'acheter pour du jus. Parce que comme orange là, balle non seulement pour du jus, les balles comme du riz à tout, par exemple. C'est plus ou moins normal. Imaginez entrer dans un restaurant. C'est pas un gros restaurant, non, en dessous de la moyenne, qui vend un jus d'orange pour 300 gouttes. Oui, ça arrive. Comme t'acheter un pour 300-400 gouttes déjà. Dans cette ville-là. Et non, mais non, on va pas le voir que. Mais on va pas le alors que les oranges là flânent dans toute la ville. Pas ça, on va pas le voir que. 300 gouttes de on va le voir que c'est les gains 100 oranges là, c'est plus de l'eau mais aux autres sont jus d'orange quand même. Ça arrive déjà dans les hauteurs. Mais maintenant, ça qui arrive, c'est que moun qui t'a capable de manger yam nan patate là, on tranche de lame véritable, qui t'a bien mangé d'ailleurs nos produits de façon plus ou moins
organique, nous pas tellement utilisé engrais, nous avons bien mangé pour le corps, nous pratiquement bio, mais lui-même, il gagne ce complexe ça. Parce qu'il faut que c'est du riz pour le manger pour tout le monde. Nous faut une communication sociale. C'est ça m'a pas retourner sous c'est ça m'a retourner sous déclaration. Mais il y a besoin sensibiliser dans des campagnes population. Pas seulement médias, oui, sont capables de participer, mais le ministère concerné, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé publique, par exemple, sont capables de faire une campagne, définir une campagne avec un discours qui est capable de arriver dans les oreilles de tout le monde et sensibiliser le monde. Par exemple, M. Fayvette, donc combat que le tape mené comme ça, malheureusement, il n'y a pas un appui. Je pense que c'est un tort qu'on fait au pays. Parce que ce n'est pas seulement les gens qui ont mangé, qui ont bénéficié, les producteurs ont bénéficié. Donc là, on parle de snobisme qui attaquent le secteur manger. Ce n'est pas seulement ça. Comme on a parlé de ça, Haïtien vient faire grand pampan et puis il y a mal mangé. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont moyens pour bien manger, qui mal manger. Qui mal manger? Oui. Il y a des gens qui ont des moyens pour bien manger, mais qui mal manger parce que le faut comment manger. Il pas connaître comment manger. Qui ça pour manger. Et produits importés à tout, ou pas aucune garantie. Ou pas un contrôle de l'île. Oui, un contrôle. Ou pas un contrôle. Supervision sur l'île. Parce que si vous rentrez dans n'importe quelle market aux États-Unis, dirait que nous allons Miami, ou après que ce n'est pas lui qui a vendu dans la market là. C'est-à-dire que l'État connaît que il gagne en façon pour citoyens manger. Il gagne en façon pour ça préparer. Ou bien c'est pas la market là. Mais côté OGM, mais côté bio, moi montrer. Ma va dire faire où ma clame va qu'on fait. Un supermarché qui est les femmes Bouya et dans zone Cambria Heights aux États-Unis et à New York. Les normal. Les séparés. Mais qui prix on va acheter produits OGM, mais qui prix on va acheter. Les normal parce que il y a deux types de clients que market là veut desservir. Les gens qui viennent acheter pour revendre, ils ont prix. Les gens qui viennent acheter pour qualité, ils ont l'autre prix. C'est tout à fait normal. Soit dans n'importe market ici, vérifier ça, ou après que et une série de petits chips, une série de petits bonbons qui marquent export. C'est-à-dire que dans le pays côté où fait on est si moun ça yo pas droit manger donc ça fait moi-même le mal dans market comme toujours à suivre ça to be exported. Moi-même et à un certain moment madame moi était acheter un réfrigérateur aux États-Unis à Vini et puis le m'a gardé bien tout tag tout barrio il marqué export et yo mettez nos pays que pour exporter Haïti, Bolivie, Guatemala etc. Donc parce que yo même yo respecter consommateur là caillé. Donc de façon de préparer une population qui a mal mangé pendant longtemps même tout ça il pas force de travail là perte économique pour le pays que moun yo vivent pendant longtemps. Non, les vont perte économique pour le pays. Donc maintenant est-ce que n'a bien mangé? Je vous dis n'a très très mal mangé. Qui ça explique tout que moun t'a penser. Non mais moun t'a penser. Bon moun tombe dans mal manger. Ben c'est même là c'est que dans tête pas moun manque d'information ou peut-être une question de disponibilité à tout, c'est ça le joindre c'est ça qu'il a mangé. Ça veut dire à tous les niveaux que façon nous manger pas bon. Est-ce que nous ca retourner manger yam patate, banane etc. Mais banane presque pas rien, il vient de la République dominicaine majoritairement. Oui, c'est un très bon bagage. Ça nous plein la cahier. Plein à carrière, l'État détruit à partir de la libéralisation du marché. Parce que importer du riz, en fait, bon, tu as pris exemple pour du riz à tout, mais comme on a parlé de banane. Là, tu as plus de difficultés là. Non, parce que l'était protégé avant les années 80 à hauteur de 40-50%. Comme droit de douane pour te payer pour importer banane ou bien du riz. À partir des accords avec les institutions de Bretton Woods, les FMI pour le fameux plan d'ajustement structurel, il dit l'État faut désengager de tout ça. L'État Haïti c'est un pays qui marché à plus libre au monde. Maintenant, le phénomène de dumping que côté a parlé là fait que bananes qui sont en République dominicaine, par exemple banal, yo pomper le mettre devant là dans pour venir faire un gros banane là, livrer sur marché là, producteur Akaye à qui l'État pas subventionné de l'eau irrigation pour lui, il payer, l'État pas subventionné main d'œuvre là, s'il besoin de nettoyer etc. Le gon banane frappé par couramment maladie les cigarettes noirs qui affecté pour rendement c'est lui même pour qui même dans ministère yo pas ballon accompagnement c'est lui pour qui dégager chercher côté le ta joindre des produits phytosanitaires pour traiter donc coût de production très élevé par rapport à banane qui prend c'est pareil pour la tibonite.
coût de production à l'hectare producteur qui dans Martinique est beaucoup plus élevé que le coût de production en République dominicaine, que la Jamaïque, par exemple. Ça fait que le produit a arrivé. Or, nous avons un processus de paupérisation, que nous n'avons pas il a cherché un produit bon marché. Oui. Un point que je fait pour le ministère de l'Agriculture, déjà à la décharge du ministère. Est-ce que nous avons produit quantité pour nous manger? Oui, potentialité là. Mais est-ce que moyens existent? Non. Pour quelle raison? On regarde le budget qui est alloué à ce secteur agricole là. Bon, dans le budget ça qui peut encore passer devant le Parlement, on prend autour de 11 milliards et quelques gouttes. Compétence? Mais non, il n'est pas en compétence. Il n'est pas en pile comme tout. Il y a une relativité là, donc c'est qui s'allie. Moi-même, comme économiste agricole, j'ai une approche plus ou moins anthropocentrique de toute étude que m'a fait, de tout ça m'a appelé comment ça affecte la vie de l'homme. En tout, il faut voir. Maintenant, 11 milliards et quelques de gouttes, c'est moins que 1000 gouttes par habitant. C'est-à-dire que l'État doit disposer moins que 1000 gouttes pour le bon manger. Mais maintenant, ce n'est pas ça le problème. 1000 gouttes par c'est pourquoi ça le problème. C'est pourquoi ça le problème, parce que ce n'est pas un cob que vous prenez le barreau. C'est surtout un cob que vous prenez investi théoriquement. Ça veut dire que l'État supposé normalement après une valeur ajoutée, etc. Mais on prend en République dominicaine tout, le budget est autour de 11 milliards de pesos, même si l'unité monétaire n'est pas même différente. Mais on nous considère le comme ça. La République dominicaine, oui, mais on considère qu'il y a égalité monétaire, 11 milliards. Mais ça qui veut c'est que la République dominicaine, je crois, c'est plus de 40 000 km². Oui. Donc, il y a plus de superficie que nous. Nous-mêmes, nous, plus ou moins à 40%, nous avons 50% dans le pays, je crois, avec des pentes environ 40%. Donc, nous gagnons seulement plus ou moins, je crois, 7700 km² qui plaignent dans le pays, qui représentent plus ou moins 20%, si je me rappelle de la population. Mais nous utilisons plus ou moins 11 000 km², c'est-à-dire des terres marginales qui ne sont pas vraiment aptes à l'agriculture, qui est emblavé quand même. Mais en République dominicaine, à un certain moment, il y a une sécheresse qui frappait la République dominicaine. Puis Balaguer était président à l'époque. Si vous vous rappelez les émeutes de la fin de 2008, c'était pratiquement une situation comme ça en République dominicaine, dans les années 70. Joaquin Balaguer campé, là où un journaliste qui posait la question, le peuple a presque pris la rue là. Puis je dis que lui-même n'est pas capable de prendre un décret pour le faire la pluie tomber. Ça a été coûté de la présidence. La vie enragée, le président dit non, la sécheresse, il faut faire avec. C'est ça. On y a commencé à investir dans l'irrigation. C'est ça. C'est ça qui fait que m'a venu sur budget budget n'est pas trop petit ou bien trop, li en fonction de objectifs. Qui ça quoi le fait avec l'agence? Avec l'agence li en fonction d'infrastructures disponibles déjà. Donc comme nous-mêmes n'avons pas d'infrastructure d'irrigation, nous avons plus ou moins 150 000 hectares qui sont irrigables, alors que c'est environ 40 000 qui sont irrigués en réalité. Ça veut dire que le budget a venu pour nous dire qu'on y a que le budget n'est pas suffit. Est-ce que vous saisissez la logique? C'est ça, d'accord. Le budget n'a pas suffi. Suffit ou pas suffisant, c'est qui ça va le faire? C'est qui ça va le faire. Alors que, d'accord, d'après encore Alex Béland, un livre qui est vraiment pile, je dis que si nous faisons des investissements dans l'irrigation sur 50 000 hectares seulement, qui est capable de coûter environ 200 000 à 500 millions, 200 à 500 millions de dollars, sans pile d'argent peut-être pour un pays pauvre, mais par rapport à quoi on a gaspillé. Je dis que nous avons augmenté la production nous, de 200 à 300 000 tonnes métriques à l'année. Ça veut dire que nous avons une possibilité pour nous réduire la production, en fait, pour nous augmenter la production nous et réduire l'importation. Nous sommes capables d'importer 10-15% de l'autre bail que par rapport à un avantage comparatif. J'en parlais de la volonté politique. Là, c'est l'importation qu'a l'État à Goud dans la douane. Là encore, ce n'est pas seulement l'État. L'État, je suis d'accord avec vous, mais il y a un contrôle que le Parce que quel choix nous fait? Nous faisons choix de l'importation sous l'exploitation. Oui. Nous faisons choix de production qui a sorti à l'étranger, sous-production qui a fait dans le pays. Oui, parce que même c'est parce que l'État a dit qu'il ramassé 4 milliards mois ça, c'est justement faut que nous disions ça. Parce que là, on a M. Mirademont qui dit
que la douane, on va connaître DGI ramassé, c'est pas la douane, mais DGI ramassé en quantité d'argent. L'État à vivre. Ou bien, directeur de la douane dit, nous ramasser un paquet d'argent dans l'importation, mais il faut d'après. L'État à vivre de ça que nous pouvons balayer comme citoyens. Ça nous pouvons balayer de ça nous produit lui-même, il y a un reliquat de lui. Donc, il y a un reliquat dans capable environ 30-33%. Oui. Donc, l'État a ouvert moins de 35%. Donc, l'État a ouvert. Il vit de ça. Mais combien de monde travaille dans le pays? Pas grand pile. Donc, l'État a supposé faire un choix. Par rapport à ça, l'entrée, comment pour le retourner dans la citoyen, comment pour le retourner dans la société, pour faire que la société a venu productif plus. Oui. Ouais, ça m'a dit là, ça il y a plus de monde qui vient travailler, il y a plus de monde qui élargi. Très bien. Et ça, dans ce sens-là, je pense que l'État, il gagne par rapport à mes moyens que nous gagnons pour fixer priorité. Ce qui est ça que je suis capable d'investir pour me créer d'abord, pour me créer une certaine demande, pour me créer un marché. Lula fait vers les années 60-70, je crois que Josué de Castro a écrit la géographie de la faim. Il y a 44 millions de monde qui vivent dans une situation grave, dans la précarité au Brésil. Mais là, Lula arrive, il dit, bon, Brésil, il y a une dichotomie. Il y a une industrie automobile au Brésil, etc., etc. Et puis, il y a des gens qui mourent grand goût. Je dis non, mais quel moyen pour nous utiliser pour que les gens mangent chaque jour, gens doivent manger. Les économistes autour de lui disent que pour les gens manger, gens doivent manger pour vivre une vie saine, pour que petit à l'école normalement, ils ont besoin minimum de $50 le mois. Nous a dit on va créer la bolsa familiale. La bolsa familiale. Et il y a gagné fin zéro, un programme de fin zéro. Chaque monde qui vit dans le quartier défavorisé, il recevoir le mois $50. Et c'est sous ça que tu as plagier à Bagrangoua, sauf que tu pas fait le même genre. Non, $50, mais il faut que vous veniez avec un visa de l'école que Timoun yo aller pour assurer que Timoun yo à l'école. C'est comme ça que la route. Parce que ça vient créer un marché. Puisque il y a besoin de produits. Mais puisque il y a besoin d'acheter, les gens qui ont moyen pour le produire, ils disent monsieur gagne $50, monsieur gagne $50, j'ai $200 qui garantissent pour le produit pour eux. Voilà comment que ça vient créer un effet d'entraînement, une dynamique, un effet accélérateur en économie, nous la retirer les gens dans la pauvreté et toute société, toute économie brésilienne bénéficier de ça. Donc l'État gagne pour le fait, nous sommes ça. Le panier minimum alimentaire. Minimum alimentaire, je dis là, les $119 pour les gens qui sont plus pauvres. Donc, dans les gens qui sont plus pauvres, il y a des gens qui travaillent dans la factory, par exemple. Les gens qui touchent 350 gouttes par jour. Ça fait autour de 6 000 à 7 000 gouttes le mois. Donc, les gens 3 000 gouttes, donc 4 000 gouttes que les gens n'ont pas gagné. S'ils n'ont pas gagné, ils vont vivre en dette de consommation. Ils vont vivre en dette de consommation. Maintenant, l'État a dit que m'a compensé comme ça pour mon parce que si je fais ça, je vais accélérer la demande là. Agronome, nous pouvons tenter l'idée là, puis l'information, ou maîtriser le domaine, mais qu'on a fini avec un domaine, toujours une rumeur qui a couru sur lui. Ou soit il y a un problème écologique, nous sommes en période cyclonique, chaque année nous avons 6 mois, nous avons peur, nous sommes en période de sécheresse, là avec ça nous produisons, nous sommes en période de l'eau. Période pluvieuse, là avec ça nous produit. Donc, il faut que nous fassions pour nous quitter de l'eau, conserver un côté pour les gains sécheresse. Il faut que nous fassions tout pour laisser période de la pluie, nous sommes capables d'entraîner de l'eau ça pour conserver, pour aider le pays. Mais est-ce que c'est vrai qu'il y a guerre biologique, guerre bactériologique dans le domaine agricole? Et dans parler de la République dominicaine, nous sommes dit là, peut-être c'est pas vrai. Est-ce qu'elle fait un choix de OGM pour une agriculture qui a produit, même si manger n'a pas la même valeur nutritive? Parce que moi, en pile manger en République dominicaine. Bon. Et est-ce que c'est l'effet de l'importation à outrance ou bien c'est capacité de gagner pour introduire des semences et des substances qui permettent que vous fassiez pile manger en même temps, ou bien est-ce que c'est importation qui fait ça? Premièrement, guerre biologique, guerre bactériologique, agricole. Ouais. Est-ce que il y a une guerre biologique ou bactériologique? Même si je n'ai pas un chiffre, je suis capable de dire oui. Et ce n'est pas seulement sur le plan agricole.
Non, le monde c'est-à-dire que l'autre forme de guerre à travers le monde, eux, l'État capable, ça m'a dit sur toute réserve. C'est parce que mon a dit nous perdons cocoyer, exactement, c'est ça m'a dit. Nous dit ça sur toute réserve. Eux gagnent des gens qui accusent la République dominicaine de perdre de cocoyer, de citron, etc. C'est peut-être vrai. Moi-même, pas de confirmation parce que je ne peux pas lire nulle part. Mais si vous regardez, je dis là, l'homme est devant l'habitation. Vous n'avez pas de manger comme point de souveraineté, point de défense nationale. Donc, ça arrive, tout son pays veut attaquer ou les appauvrir ou les affaiblir. Non, pas dire appauvrir, non, les affaiblir parce que il y a un pour connaître, c'est que la République dominicaine, elle fait projection de production que nous pas fait. C'est ça, là. Le budget avait dit qui ça. Le fait projection de production, il fait pour la République dominicaine et Haïti. Et Haïti, la produit pour deux pays. Et gagner des produits qui viennent acheter là, ou qui est écrit en créole, sous ticket là, c'est la République dominicaine est sorti. Moi-même, personnellement, j'ai été un jour approché par un Dominicain qui vient avec un petit non sachet qui est écrit en créole, il veut faire promotion en Haïti. Je prends l'exemple de mon cas. Il y a battu culturellement, il y a battu... Ça veut dire que cette guerre-là, culturellement, elle existe, mais c'est sur le plan économique. Il commence biologique, on dit la bactériologie, mais c'est pour qui fin, c'est un fin économique. Il y a besoin en marché. Parce qu'il y a des potentialités qu'il y a exploitées d'ailleurs. Et nous, par exemple, ça, parce qu'on a parlé de la CAI, il existe dans un paquet d'autres pays, surtout qui ont des frontières. Il y en a d'autres bien qui ont des relations commerciales. Son guerre, bon, regardez ça qui passe entre la Chine et les États-Unis, par exemple. Donc c'est une guerre qui est constante. Mais maintenant, nous-mêmes, tout, qui est fort que nous faisons, c'est là pour aller chercher le problème. Qui laboratoire que nous gagnons, par exemple. Le pays est exposé, même pas qui laboratoire que nous gagnons. Qui est-ce qui rentre dans le pays, qui sortit dans le pays? Nous ne connaissons pas. À qui ça le vini, à qui ça le pas vini, nous ne connaissons pas. J'ai un ami qui était doué un jour, qui a fait une expérience avec un semence de Joumou, ici en Haïti. Il était sorti avec lui en République dominicaine. Là, pour aller avec un Joumou en République dominicaine pour l'industrie côté de l'acheter semence pour la montrer, etc. Bon, pour des raisons, peut-être que tu as fait une étude, après les conduire, etc. Sous ça, l'arrivée sous frontière, bloqué. Non, ou pas de droit à travers ça. Ça, c'est un point négatif. On a fini avec le dernier point pour nous faire l'espoir. Qui ça empêche nous faire choix de la mer et des fruits de mer qui sont capables d'aller sous table haïtienne. Parce que nous avons des petites communautés comme ça dans Grandas, côté Mounio, ils peuvent manger poisson, ils mangent homard. C'est des malheureux qui ont une expérience de vie à la naissance qui est ferme, qui est longtemps, et puis énorme, parce que tout simplement, zone riche, on a accès à la mer. Encore, c'est... Pour finir, est-ce que nous sommes capables, au lieu de nous continuer à battre la terre, à battre la campagne, à faire et produire la terre, est-ce que nous sommes capables d'aller vers la mer, qui est capable de substitution, là encore, on transfère sur ça haïtien à manger sur table de source de protéines. D'accord. Là encore, c'est un problème de politique. Parce que l'État n'est pas intéressé sur qui ça va manger. Le cas de la grandance que moi je connais bien, depuis n'importe côté en Haïti, je me paraît Dame Marie, la cruche jeune, je n'importe monde balcon, à acheter l'ambi, à acheter poisson, bouillir pour moi avec banane, je remets ça, bouillir avec banane, manger, malaise. Mais on va pour connaître la grandance, c'était très loin. C'était très loin en ce sens que tu as un problème de communication avec Port-au-Prince. Route là pas de bon. C'est là que je comprends ça, oui. Et marché poisson qui gagne Carrefour. C'est ça. C'est dans Pestel, c'est là c'est là ma bral jour. Pestel mon al des poissons. Alors que c'est l'homme Carrefour a été aidé. Non, mais c'est ça m'a dit. La grandance c'était très loin. Qu'on y a avec route là, la une facilité et transport. Mais pourquoi ne pas passer par la mer? Ils passer par la mer, etc. Ne pas aller vers les fruits de mer en bateau. Ils passer par la mer, mais ce qui est proche à la grandance, propre à la grandance, c'est que j'en dis les produits halieutiques, poissons, lambi, etc. avec fruits, parce que pas oublier, c'était grenier production en termes de fruits département avant mature. Mais maintenant, est-ce qu'on aime faire le cap haïtien, passant par Port-Mago, en Safoleur, Saint-Louis du Nord,
Port-de-Paix, et encore jusqu'au Mall Saint-Nicolas, m'a parlé de des centaines de kilomètres au bord de la mer. Dans chaque restaurant, je demander un plat. Poisson, pas gagné. Oui, hôtel yo plein en pile. Pas gagné. Ou C'est-à-dire que la pêche, poisson tout chiche pas gagné, me dit ça, et ça, il y a peut-être 5 ou 6 mois. Parce que c'est ça mon envie de manger, parce que je suis au bord de la mer. C'est que l'État n'a pas considéré la pêche comme une industrie qu'elle est en réalité. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes posés problème et on va regarder l'opportunité. Nous finissons avec un point. L'opportunité, nous sommes capables de quitter la terre, puisque quitter la terre, ça demande un pile de bagaille, ça demande pour bouler la terre, pour étendre la terre pareil, nous avons regardé toutes les questions techniques. Eh bien, je dis à la chiffre que Haïti a des centaines de millions de poissons et d'autres fruits de mer qui ont traversé là, parce que dans une zone côtière là, où stratégique, ou capable de développer la pêche en haute mer, avec naturellement Jean-Portugal Tefel, à un certain moment de l'histoire, lui construit des bateaux qui sont capables de prendre secousses vent, puisqu'on connaît la mer, il y a technique, pas, il y a approche, pas, ou pas approcher la mer n'importe comment. Cela dit, autant de problèmes dans l'agriculture, autant de problèmes dans l'élevage, mais il y a un pile d'opportunités dans la pêche. Pourquoi ne pas essayer la pêche? Et puis, connecter le secteur primaire là avec le secteur secondaire là. Puisque, je dis à là, mon bon pays pas gagné, il va la main. Yo pratiquer un secteur service qui a porté service by tout le monde en façon pour bailler population la caille manger. Yo fait comme là et puis acheter produit à dehors. C'est le cas de Singapour qui c'est pas un vaste terre, il va y la main et li utiliser secteur service là en façon pour tout le monde qui a manger pour le touristes venir pour joindre moyen pour bal manger. Eh bien, Agronome Mariska, c'est vraiment avec plaisir de faire une émission ça avant. Parce que il y a d'autres émissions pour nous faire, pour nous garder question forêt en Haïti, pour drame écologique dans vivre là, capable de faire une solution. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et je suis encore disponible. Voilà, mesdames et messieurs, c'était émission Analyse. Nous vraiment remercier l'équipe là qui était Alphonse Tadal, Serge Gonzalez, et Barreau, Guito Jean-Baptiste, Stanley, et c'est pas gamin qui était là, mais c'est les amis qui vraiment aidé nous monter l'émission ça et arriver porter le barreau la caillou. Nous souhaitons que l'information que baillot là, qui c'est dans les oreilles autorités, qui c'est monde qui investisseur, qui c'est population cultivateur avec agriculteur ou bien monde qui pêcheur, monde qui éleveur, yo capable aider en façon pour problème grand goût nous suspendre parler de insécurité, de précarité alimentaire. Bye bye tout le monde, à la prochaine pour l'autre émission Analyse. Au revoir.